Bonjour, dans cet épisode de Marketing 301, on va parler audit technique SEO. On va voir pourquoi c'est important, j'allais dire intéressant, mais non, c'est plus qu'intéressant, c'est important, voire indispensable de faire un audit technique SEO avant même de mettre en place une stratégie SEO. Donc on va voir pourquoi, on va voir rapidement comment le faire et on va voir quels sont les points à relever dans un audit technique SEO de façon à partir sur de bonnes bases quand on cherche à mettre en place une stratégie digitale. Avant de commencer l'épisode, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner sur Apple Podcast, sur iTunes. S'il te plaît, c'est très important, abonne-toi. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Alors dans cet épisode, on va parler audit technique. Les spécialistes, les experts SEO qui m'écoutent peut-être verront qu'on n'aborde pas forcément les spécificités de chaque critère. On va vraiment survoler et répondre à la question de pourquoi, comment et quoi, en fait, tout simplement. Donc, pourquoi réaliser un audit technique, comment le réaliser et que regarder dans un audit technique, puisque le but de faire un audit, c'est surtout de déceler les points potentiellement bloquants qui pourraient bloquer en tout cas le bon positionnement d'un site dans les moteurs de recherche. Et la deuxième chose, ça va être aussi faut bien savoir que l'audit technique, c'est une partie d'un audit SEO, puisque un audit complet SEO, on a aussi le volet éditorial, donc on pourrait appeler ça l'audit de contenu, l'audit sémantique, ou de la sémantique, et l'audit de popularité, où là on va plus être orienté sur le profil de liens, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, est-ce qu'ils sont potentiellement toxiques, etc., etc. Là, l'épisode d'aujourd'hui, on parle vraiment de l'audit technique. Donc la première chose, c'est pourquoi réaliser un audit technique. Eh bien tout simplement pour savoir vers quoi orienter la stratégie SEO, tout simplement sur les mois à venir. Si vous commencez une stratégie, toute stratégie débute par des bases et la réponse à des critères fondamentaux. Si tu veux mettre en place une stratégie SEO, alors déjà, est-ce que tu sais comment mettre en place une stratégie SEO? Mais si tu ne le sais pas, en tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà réaliser un audit technique. L'audit technique, comment tu vas le réaliser? Tu as plusieurs moyens de le réaliser, tu as plein d'outils en ligne, plus ou moins, certains sont gratuits, d'autres sont plus ou moins payants. Voilà, libre à toi de faire comme tu veux. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Screaming Frog, qui en version gratuite va te permettre d'auditer les 500 premières URL de ton site. Donc, si ton site a moins de 500 URL, tu peux très bien rester sur la version gratuite de Screaming Frog. Ça fera très bien l'affaire. Si tu n'es pas, si ton site fait plus de 500 URL ou a plus de 500 produits, là, il va falloir que tu passes sur la version payante de Screaming Frog. Quoique tu peux très bien aussi auditer les 500 premières URL et tu n'auras pas la totalité de ton site. Mais bon, bref, tout ça pour dire que tu peux utiliser cet outil ou libre à toi d'en utiliser d'autres. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout quels sont les points à relever d'un audit technique SEO. Le SEO, rapidement, c'est basé sur trois axes. L'axe technique, l'axe éditorial et l'axe de popularité. Donc l'axe technique, ça va être tout ce qui est technique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'axe éditorial, ça va être tout ce qui est, tu l'auras deviné, éditorial, c'est-à-dire le contenu, c'est qu'est-ce que tu vas donner à manger à Google quand il va venir analyser ton site. Et enfin, l'axe de popularité, c'est la popularité de ton site. Est-ce que tu as des liens qui pointent vers toi? Est-ce que ces liens sont d'autorité? Est-ce que ce sont des bons liens? Est-ce que ce sont des mauvais
mauvais liens. Ce que j'appelle mauvais liens, c'est des liens potentiellement toxiques ou en tout cas hors thématique, hors concept thématique tout simplement en fait. Je m'embrouille pour rien. Bref, voilà pour le SEO. Maintenant, quand tu vas réaliser un audit, le principe c'est qu'il y a un crawler, donc un outil qui va venir naviguer à travers toutes les pages de ton site pour les analyser et en ressortir des informations. Jusque-là, c'est fait généralement de façon automatique par des outils. Tu doutes bien que tu ne vas pas analyser page par page manuellement, ce serait une perte de temps sans aucune valeur ajoutée. Donc là, il y a des outils qui permettent de le faire, notamment celui que je t'ai cité en début d'épisode. Le but, moi en tout cas des rapports que j'édite manuellement, c'est de ressortir une synthèse des principaux critères. Notamment, on va relever les URL qui répondent en erreur. Ensuite, je vais chercher à déceler s'il y a des pages qui sont non indexables. Je n'ai pas dit non indexées, mais plutôt non indexables. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses dans ton site, dans ton code source, qui empêchent Google de venir indexer ces pages. Donc ça, c'est le but de l'audit technique, ça va être de relever ce genre de points bloquants, tout simplement, ton référencement. Ensuite, on va analyser le temps de chargement des différentes pages de ton site. Tu le sais très bien, en tout cas j'imagine, si tu me suis depuis un petit moment maintenant, tu sais très bien que le temps de chargement de tes pages, c'est un critère essentiel pour espérer être correctement positionné sur Google. Donc l'audit technique va nous permettre d'analyser ce point. Ensuite, on va analyser la profondeur des pages. Encore une fois, là, il n'y a pas de science exacte, mais plus une page est profonde, c'est-à-dire plus elle est accessible depuis la page d'accueil à un nombre de clics élevé, moins Google aura de facilité à la trouver et à l'analyser. Sachant que plus Google va pouvoir analyser de pages sur ton site, plus tu vas avoir on pourrait dire de portes d'entrée vers ton site. Donc, on va analyser la profondeur des pages. Ensuite, on va analyser le balisage, notamment les balises title de tes pages qui ne sont pas optimales. Donc, on verra dans la suite de l'épisode ce qu'on considère comme une balise optimale et non optimale. On va faire la même chose avec la métadescription. J'en ai parlé il y a quelques semaines. La métadescription, ça ne va pas impacter directement ton référencement. Par contre, indirectement, ça peut influencer le taux de clic sur ton site dans les résultats de Google et plus Google verra que ton site est cliqué, plus il pourra en déduire ou sera susceptible d'en déduire que ton site répond à l'intention de l'internaute qui a fait une requête sur le moteur Google. Et enfin, on va analyser via un audit technique le fait d'avoir un contenu plus ou moins optimal. Alors ce qu'on appelle un contenu plus ou moins optimal, on va parler par exemple de duplicate content, de contenu dupliqué interne, on va parler de ratio texte-code, enfin voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc pour commencer, quand tu fais ton audit, ton crawler, il va ressortir toutes les URL de ton site et il va te donner différentes indications. Par exemple, si tu utilises Screaming Frog va te sortir la liste de tes URL en HTML et va te sortir par exemple le type de contenu. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est une image? Puisqu'il va aussi crawler les URL des images, de tes fichiers JavaScript, etc. etc. Ce qui va nous intéresser là aujourd'hui dans le cadre de l'épisode, c'est vraiment les pages de type HTML. Le crawler va te sortir le statut, c'est-à-dire tu as plusieurs code HTML, 200 ça veut dire que la page est accessible sur Internet, le code 404 tu le connais probablement, ça veut dire que le contenu n'est pas trouvé ou n'existe plus, 301 c'est une redirection permanente, le code 302 c'est une redirection temporaire, bref voilà il y a plein de choses, 500 c'est une erreur serveur, il y a plein de choses. Ce qu'il faut c'est que la plupart de tes pages soient en statut code 200, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles et qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité. Ensuite, Screaming Frog va t'indiquer l'indexabilité de ta page. Il va te dire directement si la page est indexable ou non indexable et il va te dire pourquoi. Il va te dire notamment s'il y a une balise canonique sur les URL qu'il a analysées. Les balises canoniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros la page qui est que Google est censé considérer comme par défaut pour un certain contenu. Tu vas avoir les balises métadescription qui vont ressortir avec la longueur de ta métatitle, de ta métadescription, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont ressortir comme ça. Tes balises H, donc H1, H2, H3. On va regarder éventuellement s'il y a plusieurs balises H1 sur une même page, ce qui est à proscrire.
on va voir le contenu des balises H2. Par exemple, la plupart des cas sur les sites e-commerce, tu as des balises H2. Tu sais, quand tu as par exemple le formulaire d'inscription à la newsletter, abonne-toi à la newsletter, généralement ça c'est écrit dans une balise H2. Bon, c'est pas du tout pertinent de mettre ce genre d'éléments dans une balise H2, puisque comme tu le sais probablement, encore une fois, si tu m'écoutes depuis quelques mois maintenant, les balises H sont faites pour architecturer ton texte, ton contenu, et pour segmenter les différents paragraphes de ton texte, pour aider à la lecture non seulement de l'être humain, mais aussi du bot de Google, la lecture de ton contenu et la compréhension de celui-ci. Donc si tu mets « abonne-toi à la newsletter » dans un titre H2, c'est un petit peu comme si tu envoyais l'indication à Google, comme quoi l'élément « abonne-toi à ma newsletter », c'est un élément important dans ta thématique. Or, pas forcément. Si tu vends des vêtements ethniques, donc des sarouels, des choses comme ça, eh bien le fait de mettre abonne-toi à la newsletter, ça va plutôt embrouiller Google et tu vas plutôt le perturber dans la compréhension de ton contenu qui est vente de vêtements ethniques, vente de sarouels pour hommes, pour femmes, etc., etc. Bref, pareil sur les pages produits, un autre élément qu'on retrouve régulièrement dans des balises H alors qu'elles ne devraient pas, c'est rédiger un avis, laisser un commentaire. Ça sert strictement à rien de mettre ce genre d'éléments dans des balises H. Donc ça, il faut absolument l'optimiser et un audit technique va te permettre de mettre ce genre de choses en exergue. Ensuite, Screaming Frog va te sortir les balises canoniques si les pages ont des balises canoniques. Il va te sortir notamment la taille des contenus, il va te sortir le nombre de mots sur une page, le ratio texte-code, le niveau de profondeur de ta page, le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants, le hash de ta page. Alors le hash de la page, c'est une suite de caractères qui ne veut rien dire mais qui est unique, qui te permet de déceler assez rapidement si tu as du contenu dupliqué en interne. C'est-à-dire plusieurs URL, enfin 2 URL en l'occurrence ou plus, qui ont exactement le même contenu. Donc ça peut arriver si par exemple tu as un système sur ton e-commerce, tu as un système de pages qui sont accessibles depuis plusieurs URL avec des variables dans l'URL par exemple, eh bien ça peut être décelé assez facilement sur un audit technique, ce qui n'est pas forcément décelable si tu ne réalises pas d'audit, mais manuellement tu ne tomberas peut-être jamais sur des URL dupliquées. Donc ça c'est quelque chose à corriger puisque Google n'aime pas du tout le contenu dupliqué interne. Donc voilà pour les différents éléments, les différentes choses que tu vas ressortir d'un audit technique. Et donc maintenant on va parler de l'analyse de l'indexabilité. L'analyse de l'indexabilité, c'est le crawl, comme je te le disais, c'est une exploration du contenu. Pour analyser ton site, le crawler va, à partir de l'URL de départ que tu auras spécifié, qui est par exemple ta page d'accueil, il va naviguer sur ton site comme le ferait un bot ou un utilisateur humain et il va relever toutes les URL qu'il va trouver. Et en fonction de ces URL-là, eh bien, il y a certains éléments qui vont lui indiquer que l'URL n'est pas forcément indexable, n'est pas forcément accessible, contient certains codes d'erreur. Donc les plus connus, je te l'ai donné tout à l'heure, c'est le code 200, l'URL est parfaitement accessible. 301, l'URL est redirigée de façon permanente vers une autre URL. 302, l'URL est redirigée de façon temporaire vers une autre URL. 404, l'URL n'est pas accessible tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de code 200, donc d'URL accessible. Si tu as des 301, ça peut être tout à fait légitime, d'anciennes pages qui n'existent plus que tu souhaites rediriger vers des pages qui existent, donc des codes 200. Des 302, ça peut être c'est ce qu'on appelle des redirections temporaires. Donc là, voir si ce n'est pas une erreur. Est-ce que tu as laissé des temporaires alors qu'elles ne devraient plus l'être? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de les passer en permanent, en code 301 plutôt qu'en code 200? Enfin voilà, bon bref, là c'est un petit peu technique, et surtout c'est les erreurs 404 qu'il va falloir déceler et corriger. Alors comment on corrige une erreur 404? Soit tu vas déjà corriger si la page est censée être accessible et qu'elle ne l'est pas, il va falloir voir pourquoi elle est en 404 alors qu'elle n'est pas censée l'être. Et si c'est un produit par exemple que tu ne commercialises plus, il peut être judicieux de faire une redirection permanente, donc une redirection 301 vers une page qui est en code 200, donc qui existe. Code 200, c'est simplement que la page existe et est accessible sur Internet sans problème. Donc la première chose qu'un audit technique, qu'il va falloir regarder sur un audit technique, c'est l'accessibilité des URL, notamment avec leur code d'erreur. Ensuite, tu peux, par souci de
de vérification, voir un petit peu l'état de ton crawl, analyser le type MIME, M-I-M-E, des contenus qui sont analysés. Donc là, je t'ai dit qu'on allait se concentrer sur les pages avec un type MIME texte HTML, c'est-à-dire les pages HTML tout simplement. Mais un crawler va aussi analyser, comme je te disais, les images, les GIFs, les JPEG, les PNG, les PDF, les fichiers JavaScript, les fichiers XML, les fichiers CSS, les URL RSS, tes flux RSS. Donc voilà. Tu peux aussi segmenter un petit peu ton crawl pour voir un petit peu la proportion de pages HTML, d'images, de fichiers PDF et vérifier. Alors là, il n'y a pas d'erreur vraiment à déceler dans ce genre d'analyse. Mais c'est surtout pour vérifier que tous tes contenus sont bien accessibles. Par exemple, si tu mets à disposition des fiches techniques PDF sur tes fiches produits, par exemple, et que tu souhaites que ces documents PDF soient indexés par Google, c'est intéressant de voir si ton crawler a bien réussi, ne serait-ce que lui-même, à accéder à tes documents en PDF. Donc ça, c'est un moyen de vérifier que tes contenus soient bien accessibles via une navigation à travers tes URL, tout simplement. Ensuite, tu vas analyser ou tu vas en déduire les pages HTML qui sont indexables par les moteurs et donc à l'inverse, les pages qui sont non indexables ou qui sont interdites d'indexation et voir si c'est légitime ou si c'est une erreur au niveau de ton code ou un petit truc que tu aurais oublié de corriger ou d'enlever, notamment des balises robots no index qui indiquent à Google qu'il ne faut pas indexer certaines pages. Donc là, si c'est volontaire, eh bien c'est très bien. Par contre, si au moment du développement de ton site, tu avais passé tout ton site en no-index pour éviter d'indexer un mauvais nom de domaine, une mauvaise URL ou de prendre en compte un site qui n'était pas terminé, eh bien surtout, il va être important de penser à enlever cette balise méta no-index de tes contenus pour que Google puisse cette fois accéder à tes contenus et les indexer. Donc l'indexabilité des pages HTML par les moteurs de recherche, c'est quelque chose qui va être très intéressant dans le compte-rendu d'un rapport d'analyse, d'audit technique. Ensuite, on va analyser le temps de téléchargement. On considère, en tout cas moi je considère qu'une page qui met plus de 600 millisecondes à s'afficher, en tout cas via un audit, c'est une page qui est trop lente. Et donc il va falloir regarder ce qui pose problème et pour améliorer son temps de chargement, c'est-à-dire qu'elle soit chargée plus rapidement en moins donc de 600 millisecondes. Une page qui s'affiche en plus de 1000 millisecondes, là c'est une page vraiment trop lente et là c'est vraiment la priorité, c'est-à-dire pour récapituler, tu vas regarder les pages qui s'affichent en plus de 1000 millisecondes, c'est-à-dire plus d'une seconde, et tu vas regarder ce qui peut poser problème. Généralement, ce sont des images qui sont trop lourdes ou des ressources qui sont appelées sur ces pages-là et qui sont trop lourdes également, et donc il va falloir soit optimiser, soit supprimer. Quand je parle de ressources, ça peut être non seulement les images, si tu as 40 images sur une fiche produit, et que tes images ne sont pas optimisées, eh bien la page va mettre plus longtemps à s'afficher et donc Google, lui, va le ressentir et va peut-être considérer que ton site est lent. Donc peut-être travailler sur ce point d'optimisation. En d'autres termes, l'idéal, ça serait d'avoir des pages qui s'affichent en moins de 600 millisecondes. Là, c'est vraiment très bon. Ensuite, on va analyser, une fois que tu as analysé le temps de chargement de tes pages, tu vas pouvoir analyser la profondeur des pages. Encore une fois, il n'y a pas de règle stricte et ça va dépendre du volume de pages que tu as sur ton site. Si tu as un site avec, je sais pas, avec 50 pages, tu ne vas pas avoir la même attention en termes de profondeur que si tu as un site qui contient 500 000 pages. Un site qui contient 500 000 pages, ça peut être tout à fait légitime d'avoir des pages à 3, 4, 5, 6 niveaux de profondeur. Par contre, un site qui contient 50 URL, si tu as des URL qui sont à 7 niveaux au 7e niveau de profondeur, là c'est qu'il y a un problème. En général, on considère que voilà, une page, pour qu'elle soit facilement accessible, il faut qu'elle soit accessible au maximum au 3e niveau de profondeur, c'est-à-dire que tes pages ne doivent pas dépasser le 3e niveau de profondeur. Encore une fois, ce que je dis là, ça dépend vraiment du contenu de ton site, de ce que tu proposes et du volume de pages qui constitue ton site. Mais en règle générale, pour un site petit à moyen, voilà, veille à ne pas dépasser le 3e niveau de profondeur. C'est quelque chose de relativement facile à mettre en œuvre.
Et si tu dépasses le 3e niveau de profondeur, eh bien, il y a peut-être des optimisations au niveau de ton maillage interne à mettre en place. Ensuite, la balise title. Bon, là, on va passer rapidement dessus. C'est quelque chose qui est relativement connu. C'est un basique. Attention, c'est vraiment un basique. Un crawler, ou en tout cas un audit technique, va t'aider à voir les balises qui sont plus ou moins bien optimisées. Ce qu'on appelle plus ou moins bien optimisées, d'une part, c'est les balises qui sont vides, donc une page qui ne contient pas de balise title, bon, ça n'arrive pas puisque par définition Google va créer la title si tu n'en as pas défini, mais bref, l'idée c'est d'avoir une balise title qui est entre 56 et 68 caractères. Là, c'est ce qu'on appelle une balise title optimale. Ensuite, les pages avec des balises title qui comprennent entre 69 et 100 caractères, c'est des pages qu'il va falloir optimiser, donc réduire le nombre de caractères tout simplement pour avoir un maximum de ta balise qui occupe le maximum de place mis à disposition dans les résultats de recherche de Google. Et ensuite, les pages qui ont plus de 100 caractères, dans la balise title, en tout cas, il va falloir vraiment réduire le nombre de caractères dans ta balise title, puisque de toute façon, la fin de ta title ne sera pas affichée dans les résultats de Google, donc ça ne sert pas grand-chose en termes de, en tout cas visuellement, personne ne les verra. Donc voilà, retiens bien, une balise title optimale, c'est une balise qui contient entre 56 et 68 caractères environ. Voilà, c'est pas exact. Si elle fait 55 caractères, c'est bon. Si elle en fait 69, c'est bon aussi. Ça va dépendre aussi du type de caractère qui constitue tes balises title, tout simplement, puisqu'un caractère ne prend pas, tous les caractères n'utilisent pas la même largeur en termes de pixels. Et Google, lui, va plutôt raisonner non pas en nombre de caractères, mais en nombre de pixels. Donc un crawler, notamment Screaming Frog, te donne aussi l'information suivante qui est de savoir quelle est la longueur en pixels de tes balises title. Là, je te laisserai faire quelques recherches pour savoir qu'est-ce qui est le mieux, le plus optimal en termes de pixels pour ta balise title. Ensuite, l'audit technique va te permettre de déceler les doublons de balise title, c'est-à-dire tout comme le contenu dupliqué interne dont on parlait tout à l'heure, une balise title qui est en doublon, c'est quelque chose qui n'est pas optimal, puisque théoriquement, une URL égale un contenu égale une balise title. Donc il faut éviter d'avoir plusieurs balises title identiques sur des URL différentes. Ensuite, le nom de marque dans une balise title, ça, sauf cas particulier, c'est pas forcément intéressant de faire figurer dans toutes les balises title de toutes les pages de ton site le nom de ton site ou le nom de ta marque. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais en tout cas, moi je déconseille le fait d'afficher le nom de ta marque dans toutes les URL. Tu sais, généralement, sur un site e-commerce, tu vas avoir ta balise title, un tiret et le nom du site. Bon, bah ça c'est quelque chose qu'il va falloir optimiser pour que le nom de ton site ne s'affiche pas forcément au bout de toutes tes balises title. Ensuite, la balise métadescription, bon voilà, rapidement, la métadescription, elle ne va pas impacter directement ton référencement. Par contre, c'est plus on va dire un élément marketing qui va inciter plus ou moins les utilisateurs qui vont voir ta métadescription à cliquer sur ton site pour aller voir ce qu'ils proposent. Bon, l'idée de la balise métadescription, c'est vraiment d'inciter au clic. Elle-même ne va pas influencer, ne va pas impacter directement ton positionnement dans Google. Par contre, l'idée, c'est quand même de l'optimiser pour qu'elle soit lue et plus ou moins avec intérêt par tes utilisateurs. Et une page avec une métadescription de moins de 90 caractères, c'est une balise métadescription qui est sous-optimisée. Donc voilà, essayez de mettre un peu plus d'éléments peut-être marketing dans ta balise métadescription. Encore une fois, les doublons, il va falloir les déceler et éviter les doublons dans la métadescription, parce que ça veut dire que tu as probablement des contenus similaires sur des URL différentes, et ça c'est pas bien, c'est à corriger. Donc voilà, bon, la métadesk rapidement. Ensuite, le contenu de tes pages, donc le contenu de tes pages, notamment les balises H. Il faut une seule balise H1 par page et éviter les doublons de balise H1 sur tes pages. Alors attention, quand on dit plusieurs balises H1, si tu es sur la page d'accueil, une erreur relativement courante, ça va être de mettre le titre de tes slides, si tu as un slider, le titre de tes slides va être dans des balises H1 et en dessous tu vas avoir un contenu avec encore une balise H1. Bon, bah là on est clairement dans un cas où sur une seule page, qui est la page d'accueil, tu as plusieurs balises H1. Ça c'est à corriger absolument. Soit tu laisses le titre de ta slide dans un H1, soit tu enlèves le H du titre de la slide et tu conserves le titre de ton paragraphe en dessous
en H1, mais tu ne mets pas plusieurs H1 sur une même page. Ensuite, la taille du contenu. Bon là, encore une fois, il n'y a pas de, il n'y a pas de règle stricte, mais il faut que tu aies un contenu qui soit un minimum, comment on pourrait dire, de quelques centaines de mots. Voilà, je ne vais pas te dire ce qu'on entend un petit peu partout, il faut au moins 500 mots. Non, pas forcément, ça va dépendre du type de contenu, ça va dépendre de l'intention de l'utilisateur. Parfois, l'utilisateur fait une recherche et peut tomber sur un site qui répond exactement à sa recherche, mais qui ne nécessite pas d'avoir un contenu de 500 ou de 1000 mots. Il y a des pages qui sont très très bien référencées avec 150 mots, tout simplement parce que l'intention de l'utilisateur, la requête qui est saisie, ne nécessite pas qu'on rédige un pavé pour répondre à la requête, tout simplement. Donc voilà, l'optimisation du contenu, c'est les balises H et on va dire la pertinence du contenu, que ce soit en termes de mots ou en termes de ce que tu vas dire dans ton contenu, c'est un élément à prendre en compte et à relever et à optimiser si besoin dans un audit technique SEO. Ensuite, tu vas pouvoir déceler et relever le nombre de liens par page, sachant que voilà, il faut éviter ou limiter, on va dire, les pages avec trop de liens sortants. Si tu as moins de, on va dire, 5 liens qui sortent, peut-être qu'il y a une sous-optimisation de ton maillage interne, c'est-à-dire que tu ne linkes pas correctement les autres pages de ton site. Alors attention, ça c'est vraiment à prendre avec parcimonie et un cas ne fait pas l'autre, ça dépend vraiment de ton site, de ce que tu proposes et de quelle est ta stratégie derrière. Si tu as suivi les précédents épisodes, tu sais qu'on peut mettre en place différentes choses comme des clusters thématiques, des cocons sémantiques. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et si tu es dans ce genre de stratégie, tu peux être légitime à avoir moins de 5 liens sur une seule et même page, tout simplement parce que tu as étanchéifié ta page et tu ne fais pas sortir ton jus, le jus SEO, tu ne le fais pas sortir n'importe comment, mais tu le diriges vraiment spécifiquement de façon chirurgicale vers d'autres pages. Donc là, ça peut s'entendre que tu aies moins de 5 liens. Par contre, à l'inverse, une page avec plus de, 300 liens sortants, là, clairement, il y a un problème d'optimisation, il y a trop de liens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez fréquemment quand un site utilise un méga menu. Là, si tu as beaucoup de catégories, tu as des dizaines, voire des centaines de liens sortants sur toutes les pages de ton site. Et là, tu dilues énormément ton jus SEO. Et Google, en gros, n'arrive pas à suivre un chemin logique et n'arrive pas forcément à comprendre les univers thématiques que tu proposes sur ton site, puisque de toute façon il va passer d'un contenu A, ou en tout cas d'une thématique A à une thématique H, sans même passer par la thématique B, C, D, et donc voilà, tu vas pas forcément correctement l'orienter. Donc c'est intéressant de suivre via un audit technique le nombre de liens qui sortent sur chacune de tes pages et d'optimiser un petit peu tout ça. Alors tu peux voir aussi si les liens qui sortent sont des liens do-follow, des liens no-follow. Bon là on rentre un petit peu dans le caractère très très spécifique, mais l'intérêt, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est voilà, pas trop de liens qui sortent de chacune de tes pages, et si tu as mis en place des cocons, c'est intéressant de voir un petit peu le niveau de d'étanchéité de chacune de tes pages ou de chacun de tes cocons. Et enfin, pour terminer, on va parler du contenu dupliqué interne. Donc là, en général, les crawlers vont réaliser un hash de ta page, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'ensemble du code de ta page et du contenu de ta page, vont générer un hash, c'est-à-dire une chaîne de caractères unique, et il va suffire de comparer ces chaînes de caractères, et si tu as deux URL avec exactement la même chaîne de caractères, ça signifie tout simplement que tu as deux pages avec exactement le même contenu à la virgule près. Et ça, c'est quelque chose à corriger dès que tu t'en aperçois, parce que c'est vraiment préjudiciable pour un bon SEO. Voilà, dernière, il y a d'autres petites choses, on n'a pas tout vu, mais tu peux optimiser aussi tes images. Est-ce que tu as les attributs alt sur chacune de tes images? Bon, ça, ce sont à mon sens en tout cas, ce sont des critères secondaires, néanmoins importants, mais secondaires. Tu vois, je préfère que tu te concentres sur le contenu dupliqué interne plutôt que sur la pertinence de tes attributs alt sur chacune de tes images. Mais bon, bref, si tu peux renseigner les attributs alt de tes images, fais-le. Si tu peux l'automatiser via un système de template, que ce soit sur des CMS, WordPress, PrestaShop ou autre, fais-le, mets-le en place. Mais en tout cas, voilà, c'est à mon sens secondaire.
Donc voilà sur le pourquoi du comment, un audit technique SEO, pourquoi c'est important de réaliser un audit avant même de mettre en place une stratégie, tout simplement pour ne pas déployer du contenu, des liens et je ne sais quoi, alors même que les bases fondamentales de ton site ne sont pas parfaitement en adéquation avec les guidelines de Google. Donc c'est vraiment très important avant toute opération SEO de faire un audit pour faire un état de l'existant, pour regarder ce qu'il y a à corriger avant même d'aller rajouter des surcouches d'optimisation. C'est vraiment très 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 important, il ne faut pas le négliger. Même si tu n'as pas d'ailleurs, si tu n'envisages pas de stratégie SEO spécifique toi-même ou via un prestataire, c'est toujours intéressant de faire un audit. Je te dis, tu peux utiliser Screaming Frog ou d'autres outils qui sont gratuits, d'autres sont payants. Bref, tu fais en fonction de tes moyens, de tes besoins. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui peut potentiellement bloquer ton référencement et ce qui peut être surtout amélioré. Ça va te permettre de dresser un état des lieux. C'est un petit peu, on pourrait comparer l'audit SEO à une cartographie de l'existant pour savoir déjà par où commencer tout simplement, par quoi commencer, que faire quand on souhaite améliorer les résultats de son site. Eh bien déjà, commence par voir ce qui ne va pas et corrige ce qui ne va pas. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire pour me dire déjà ce qui t'a plu, me donner éventuellement ton avis. Ça, c'est vraiment très important pour moi si tu le fais depuis iTunes ou depuis Apple Podcast, si tu m'écoutes depuis un iPhone. Ça aide non seulement le podcast à être mieux référencé dans le classement iTunes et surtout, moi, ça me permet aussi d'interagir avec toi, de répondre à tes questions, aussi éventuellement de compléter les informations que je te donne parce que ce que je te donne comme information, c'est pas forcément exhaustif. Il peut y avoir des choses que j'oublie. Tu peux aussi, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Je prétends pas avoir la science infuse. Ce que je te partage, c'est mes retours d'expérience. Moi, je pratique le e-commerce et la prestation de services au quotidien pour des professionnels du e-commerce. Donc, je te partage ce que moi-même je mets en application. Parfois, il y a plus ou moins de résultats. Ça fait partie aussi de l'évolution des choses, tout simplement. Et je te partage à travers Marketing 301 ce qui fonctionne plus ou moins bien, comment le faire, pourquoi le faire, avec quel outil le faire. Voilà. Et n'hésite pas justement à me faire un retour. Moi, ça m'enrichit aussi de savoir un petit peu comment ça se passe à droite et à gauche. Ça m'enrichit d'avoir ton avis sur ce que je te donne comme conseil. Si tu as des questions, je suis aussi ouvert aux questions pour y répondre tout simplement. Le but de Marketing 300, c'est pas simplement de passer mon temps ou de passer ton temps. C'est aussi d'avancer ensemble et de t'aider à progresser dans tes résultats au quotidien avec ton business en ligne, avec ton site e-commerce, t'aider à faire plus de ventes si tu as un démarrage qui est un petit peu poussif, t'aider à améliorer tes résultats si tu as déjà démarré et que tu aimerais passer un cap. N'hésite pas, on peut communiquer là-dessus, il n'y a pas de problème. Les échanges, les commentaires, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Donc laisse-moi une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.